Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Linkel fait sa table ronde, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs issus du même secteur d'activité. Alors dans ce nouvel épisode, on va aborder le secteur de la construction. Et je suis ravie d'avoir à mes côtés donc Marion Malandin, qui est fondatrice et CEO d'Optimise Construction. Jean-Christophe Pierron, donc associé fondateur de Vestac. Et pour finir, Clémentine Lalandin, donc fondatrice et CEO de Kelvin. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Merci. Pour commencer les hostilités, je vous laisse vous présenter, nous partager votre parcours et pourquoi donc le secteur de la construction, qu'est-ce qui vous attire? Qui veut commencer? Tu veux la version 30 secondes ou tu veux la version Soyons fous, vas-y. Dis-nous tout. C'est relativement récent, parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je suis sur le sujet. Je suis ingénieure de formation. D'accord. Je suis centralienne. Et donc, quelque part, j'avais déjà un background et j'ai ressorti mes polis de thermodynamique de centrale parce que je suis dans le domaine de la construction, mais surtout de la rénovation énergétique. Kelvin, c'est un logiciel qui estime les travaux de rénovation énergétique en un clic, globalement. L'IA, elle peut servir à plein de choses, mais si elle sert à des grandes causes, c'est encore mieux. Kelvin, ça a été créé pour mettre l'IA au service de l'accélération de la rénovation énergétique. En Europe, c'est 300 millions de logements qu'il faudrait rénover idéalement en 10 ou 20 ans. Kelvin, c'est une société à mission. On a été créé jour 1 avec l'objectif de mettre notre produit au service de la rénovation énergétique. Concrètement, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui équipe tous les professionnels de la rénovation énergétique pour leur permettre, sur la base seulement d'une adresse, d'avoir des premières réponses. Et pour orienter donc les techniciens, mais aussi à la fin le particulier, sur les 3 grandes questions qui arrivent systématiquement. 1. Dans quel état est mon logement? 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si j'avais un billet à mettre, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Et troisièmement, et la question est presque la plus importante, combien ça coûte? Et avant ça, je suis dans la tech depuis 10 ans et j'ai eu la chance de vendre mes 2 sociétés précédentes. L'année, c'est en 2021. Et puis avant ça, j'ai eu 2 autres vies professionnelles qui sont... j'ai été investisseur en capital risque. Okay. Et j'ai fondé des fonds à impact en 2013, à l'époque où ça n'existait pas trop. Voilà, donc j'ai fondé des fonds à impact et j'ai participé à ce moment-là. Et puis encore avant ça, j'étais au BCG. Et donc j'ai fait 6 ans de slide verte principalement, mais aussi j'ai eu la chance d'accompagner des très grands comptes, plutôt sur des sujets industriels en réalité. Okay. Énergie et industrie. Bravo. Très beau parcours. Je raconte un petit détail rigolo, c'est que dans la tech, mes startups, c'était dans le dating. Ok. Oui. Dans la rencontre en ligne. Et donc, tu vois, en fait, je le dis pas tout de suite, parce que sinon les gens se disent qu'est-ce que... Ça dépend de la perche aussi. Donc la curiosité, c'est un vrai driver du parcours. Clairement. Je passe le bâton à mon voisin. Merci. Pour aller dans la continuité, donc Jean-Christophe, je suis également ingénieur de la même école. Peut-être pas de la même année, mais je pense que j'ai rejoint. Moi, j'ai 22 ans. C'est né quelques temps après moi. Et je suis aussi un ancien consultant. Alors, pas de la couleur verte, mais de l'autre équipe qui était l'équipe McKinsey, où j'ai passé 7 ans. Et ce qui a conduit à l'entrepreneuriat dans mon cas, c'est que j'étais très heureux dans ma vie de consultant. Et avec une différence de fond, c'est que le conseil, c'est avant tout accompagner un client dans une amélioration itérative. Or, donc là, on est au début des années 2020, au moment où je me pose cette question. Et il y a un certain nombre de ruptures technologiques, on pourrait même dire presque épistémologiques dans certains secteurs, qui font qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat peut être un excellent vecteur pour passer à l'échelle ces ruptures technologiques, parfois mieux que les acteurs implantés historiquement. Et donc, c'est ça qui a drivé ce choix de l'entrepreneuriat. J'aurais très bien pu rejoindre un de mes clients
Je travaille plutôt avec des clients industriels aussi, ou des donneurs d'ordre publics, beaucoup en Afrique, dans mon cas. Et puis en réalité, donc cette recherche de rupture technologique m'a conduit à étudier l'agriculture, avec tout ce qui était ce qu'on appelle le vertical farming, donc les fermes verticales, qui avaient connu un petit buzz, un petit ramdam, comme dirait l'Académie française, dans la fin des années 2010, puis ça s'est un peu dégonflé. C'est en train de repartir, on le voit sur toutes ces nouvelles fermes un peu robotisées. J'avais regardé aussi tout ce qui était nouvelle mobilité verticale, donc en fait les taxis volants. Et puis là, la règle de 3, ça sert d'être ingénieur. On ne dépasse pas la règle de 3 en école d'ingénieur, faut quand même montrer que les technologies n'étaient pas du tout matures et qu'on était à 3 ou 4 générations pour espérer avoir des taxis volants électriques qui fonctionnent bien. Et puis il restait pas mal de secteurs, et à ce moment-là, le hasard a fait que j'ai conduit une étude, contribué à un travail de recherche de McKinsey sur les nouvelles technologies de la construction. Et on se rendait compte que dans beaucoup de pays, on parlait tout à l'heure des pays émergents, mais dans beaucoup de pays autres que l'Europe, des nouvelles technologies sont en train de se déployer pour construire plus vite. Notamment, le Covid a mis en évidence une certaine réactivité de certains pays. On pense notamment à la Chine, sur des capacités à construire très rapidement des bâtiments. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le double momentum du souhait politique de baisser l'impact environnemental de la construction, mais aussi d'un choc inflationniste lié au Covid, la guerre en Ukraine, un certain nombre de facteurs macroéconomiques, il faut que le bâtiment fasse sa mue de productivité pour que construire mieux ne coûte pas plus cher. Et donc c'est avec ça en tête qu'on a créé Vestac, avec cette volonté de diviser l'impact carbone par 4, construire 2 fois plus vite et sans surcoût par rapport à la construction traditionnelle, en amenant ce que la technologie peut amener. Très bien. Désolé d'avoir été un peu long, mais... Non, c'est super intéressant. Tout à fait. Marie, à toi. Ouais, du coup, j'enchaîne. Alors, moi, je suis plutôt côté mine. Donc, je suis ingénieure aussi, j'ai fait des mines et après, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon. Donc, de base, moi, je suis tombée dans le BTP, par contre, toute petite. Mon père a une boîte de gros œuvres. Donc, j'ai grandi en regardant mon père avoir des étoiles dans les yeux en parlant de bâtiments et du coup, c'est quelque chose qui m'a passé. Moi, j'arrive sur un chantier, je vois cette atmosphère, les grues et tout ça, c'est un truc qui m'a toujours... J'en ai la chair de poule même d'en parler, donc c'est... non, mais c'est toujours un truc qui me bouge énormément et d'être avec les équipes et tout ça, c'est quelque chose qui... Je me sens chez moi, quoi. Donc déjà, j'ai grandi comme ça. Étonnamment, j'aurais pas dû finir trop dans la construction parce qu'on va dire que de base, il y avait ce côté un peu, c'est la construction, c'est dur, les marges sont faibles, c'est quand même un secteur qui est pas facile. Et c'est vrai que ma mère avait plutôt le côté en disant, voilà, j'ai fait des stages en aéronautique parce qu'elle est plutôt là-dedans, va là-dedans, reste pas dans le BTP. Et au final, j'y suis retombée parce que j'aidais mon père sur des chantiers. Donc, on regardait comment on pouvait gagner plus d'argent en maîtrisant mieux finalement notre savoir-faire et la consommation de matériaux. Et du coup, il me demandait de calculer des quantités à commander. Donc là, nous, c'était de l'acier dans le béton armé, de dessiner comment on allait couper des plaques sur chantier et tout ça, comment réutiliser les chutes. Et de ça, de mon petit ingénieur, parce que j'adorais programmer, je lui ai fait un petit algorithme qui regardait comment réemployer les chutes. Donc j'ai commencé comme ça en 2017, mais à côté je sortais d'études, j'ai fait 2 ans en fait en start-up et au moment du Covid, je me suis reposé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire et j'avais un peu peur de monter une boîte à la base. Je savais pas comment faire, sauf qu'heureusement j'avais fait 2 ans en start-up, de zéro une petite start-up, donc j'avais vu par quoi fallait passer, que c'était ok de se tromper, qu'il n'y avait pas forcément de mode d'emploi, mais qu'il fallait juste avancer avec son bon sens. Et du coup, c'est comme ça que j'ai entrepris. Donc, j'ai monté Optimise Construction pour optimiser les matériaux. On arrive à gagner 15% sur les quantités de matériaux à commander en jouant sur du savoir-faire, finalement, en réutilisant au mieux les chutes. Et là, assez récemment, l'une des choses qui nous prenait le plus de temps, on était en service clé en main, donc ça veut dire que les entreprises nous transmettaient leurs plans et nous, on faisait des propositions d'optimisation. Et on passait énormément de temps à redessiner les contours de murs, à redessiner les surfaces à optimiser. Et j'ai fait une visite en usine en juin dernier. Et dans cette visite en usine de préfabrication de béton armé, c'est une usine dans laquelle ils vont faire des murs à plat, en fait, avec du béton, et ensuite les amener sur chantier. Et il me dit, alors moi, j'ai pas de problème d'optimisation. Par contre, j'ai 30 personnes dans mes équipes qui reçoivent des plans qui ont déjà été faits et sur lesquels, dans un logiciel 3D, on va aller redessiner tous les murs.
Et on parlait tout à l'heure d'industrialisation, on parlait de numérique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur dans lequel, finalement, ces industriels se sont numérisés. Donc, de leur usine, ils ont mis tout un processus avec des logiciels déjà pour faire du 3D, pouvoir gérer leur chaîne de production. Sauf qu'à un moment, il faut de la donnée d'entrée. Et cette donnée-là, aujourd'hui, elle est déstructurée. Et donc, ils ont 30 personnes qui passent 40% de leur temps à redessiner du mur, des fenêtres, des trous pour les canalisations, on appelle ça les réservations. Okay. Et il y a des risques d'erreur. Et puis, c'est pas ce qui est le plus excitant dans leur métier. Ils ont envie de faire de l'ingénierie, ils ont envie de dire aux clients « Ah, on a vu, on peut vous chiffrer ça, faire des variantes. » Pas redessiner quelque chose qui a déjà été fait. Et donc, nous, on s'est armé de tous nos ingénieurs. Nous, on s'est dit « Bon, on va aller regarder ce qu'on peut faire. » Et on avait déjà étudié le sujet. C'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été un petit peu en veille. Parce que ce problème-là de récupérer de la donnée dans des plans, c'est un problème que tout le monde a. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, on vient de sortir la bêta il y a quelques semaines. On permet, à partir des plans techniques de bâtiments corrélés à d'autres documents, de reconstituer la donnée pour soit faire du métré, ça veut dire compter les quantités pour faire de la commande, ou faire de la maquette 3D qu'on peut remettre dans un autre outil. Parce que finalement, quand on a toute la donnée, on peut en faire tout ce qu'on veut, donc des Excel, des PDF et jusqu'à la maquette 3D. Et l'objectif, c'est de rendre vraiment cette donnée plus accessible pour arrêter de recompter en permanence ces éléments, de redimensionner tout. Voilà, donc en ce moment, c'est ce qu'on fait, donc principalement sur de l'eau technique. Donc voilà, du gros œuvre et demain peut-être des sujets d'architecture aussi. Voilà notre parcours actuellement. Bravo pour ces beaux projets. Justement, par rapport à vos axes respectifs, comment vous arrivez à sensibiliser et à attirer votre cible? Est-ce qu'ils s'identifient justement à vos projets, justement, adhérents? Nos clients? Oui. Je t'ai expliqué, moi je trouve ça trop intéressant parce que donc, moi mon logiciel il est en B2B, hein, donc c'est vraiment mes clients, c'est les pros de la rénovation énergétique au sens hyper large du terme. Ça peut être, c'est vraiment tous ceux qui sont impliqués dans un projet de rénovation énergétique. Alors, je ne sais pas du coup, est-ce que ça fait du sens que j'explique ce que c'est rénovation énergétique 2 secondes? Oui, bien sûr, au contraire. Donc, moi je m'intéresse déjà aux bâtiments existants, contrairement à Marie-Christophe qui travaillent sur la construction de nouveaux bâtiments. Donc, il y a 300 millions de logements en Europe, 40 millions en France. Et ces bâtiments, ils consomment tous de l'énergie. Il faut voir qu'en fait, l'énergie, c'est comme si ça sortait des murs. Enfin, et évidemment, c'est l'énergie aussi que je consomme à l'intérieur. Ma facture d'électricité, ma facture de gaz, ma facture de fuel, etc. En fait, chaque logement, c'est un système énergétique dont on peut optimiser la performance. On ne peut pas complètement éviter les pertes à l'extérieur, parce que sinon, on vivrait dans un bocal fermé et on aurait des gros problèmes. Par exemple, on aurait des problèmes d'humidité. Parce que l'enveloppe de la maison, elle est faite pour respirer. En revanche, la manière dont elle est faite, géométriquement, les matériaux, en fait, ils vont définir sa performance énergétique et la rendre plus ou moins vertueuse. Et globalement, on considère que dans les 300 millions de logements en Europe, en gros, ils pourraient probablement tous consommer 80% moins d'énergie que ce qu'ils consomment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc tel qu'il a été construit, il est globalement inefficace. Pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'il a été massivement construit avant 1973, en fait, avant les crises du pétrole, et qu'on se pose la question de en fait, mince, la planète en fait a des ressources finies et par ailleurs ça coûte beaucoup d'argent. Mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait des systèmes, donc ce qu'on appelle les systèmes, c'est 7 morceaux. 7 morceaux, c'est le plancher haut, donc c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus de notre tête, la toiture ou le voisin du dessus. Voilà. Là, on peut perdre de l'énergie par là. Pareil, le plancher, perdre de l'énergie par là. Les murs, ça fait 3. Les fenêtres ou les portes, ça fait 4. Le chauffage, ce qui chauffe l'eau, ça, le chauffe sanitaire, et la ventilation. Et donc, c'est combiner ces 7 éléments-là qui fait qu'on est plus ou moins performant ou pas. Et donc, globalement, pareil, les systèmes, le chauffage, etc., maintenant, il y a des choses beaucoup plus performantes que ce qui existait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, globalement, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et ça serait intéressant pour plein de raisons. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles ça serait intéressant. 1, ça coûterait moins cher.
Et je le mets ce sujet en premier parce qu'en fait, en vrai, là, il y a une étude qui vient de sortir, précarité énergétique, il y a 35% des foyers en France qui ont froid, qui en fait intentionnellement réduisent leur chauffage et les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté. Et en France, on a l'impression qu'ils ont beaucoup augmenté. Et encore, c'est le pays qui a le moins augmenté en Europe. L'Allemagne, le UK, ils sont beaucoup plus exposés aux augmentations de l'énergie que la France. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Kelvin, c'est des raisons climatiques. Le bâtiment, de manière générale, c'est le 3e plus gros émetteur de carbone. Alors, ça mélange la construction et le neuf, mais globalement, c'est un poste majeur. Et donc, réduire autant d'énergie, c'est réduire, en fait, globalement, ça dépend du mix électrique de chaque pays, mais ça réduit globalement la consommation de carbone et d'énergie dans tous les cas. Et puis, la troisième raison, c'est que c'est une énorme opportunité économique, en fait. Parce que rénover 300 millions de logements, en fait, c'est des marchés en plusieurs dizaines, centaines de milliards à assez court terme, en fait, parce que l'Europe s'est engagée sur un plan de rénovation du parc 2050. Et donc, globalement, c'est plein d'emplois à la clé, c'est plein de chiffre d'affaires, et c'est aussi, quelque part, alors, c'est pas forcément pour en discuter, mais le marché de la construction, c'est pas un marché qui va avoir des chiffres de croissance à 2 points ou à 3 points, parce qu'on a un peu exploité tout ce qu'il y avait à construire, et il y a de plus en plus de réglementations qui vont aller serrer la vis sur ce sujet. Et donc, c'est aussi une manière pour la filière, de manière générale, d'avoir un relais de croissance, quoi. Voilà. Très longue introduction à ta question. Mais je vais revenir. Au contraire, c'était pas tout fascinant. Alors, dans la rénovation, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un marché gigantesque, c'est un potentiel Eldorado, en fait, dans un marché où, en fait, il n'y a pas vraiment de chaîne de valeur. C'est-à-dire que dans la construction, on peut écrire une chaîne de valeur. On est consultant, ça marche assez bien, quoi. Donneur d'ordre, il y a une maîtrise d'œuvre, il y a des études, il y a une validation, Dans la rénovation, je mets quiconque au challenge d'écrire une chaîne de valeur. C'est plutôt un plat de spaghettis, quoi. Alors, c'est pas du tout une critique. En fait, c'est normal pour plein de raisons. Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que, en fait, comme on est sur du neuf, on n'est pas sur du standardisé. En fait, toutes les maisons ou les logements et bâtiments, ils ont été construits de manière différente, avec des paramètres différents. Ils ont même été ensuite, potentiellement, en suite d'évolution, parce que j'ai rajouté un truc, j'ai fait machin, j'ai surélevé, j'ai machin, etc. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, traditionnellement, ce marché, c'est le marché des petits acteurs. C'est le marché des artisans ou des petites entreprises générales qui vont pas aller faire des chantiers, les chantiers de Marion, Jean-Christophe. Ils vont pas aller faire des chantiers de Tour à la Défense à 300 millions. Et donc, par exemple, au moins, Nous non plus pour l'instant. 300 milliards même. Non, mais la nature des acteurs est assez différente. Et donc, ce que ça donne, c'est qu'on on est vraiment plus proche de l'artisanat finalement que de la méthode très structurée, processisée, équipée, outillée et digitalisée, bien entendu. Et nous, la raison pour laquelle, donc moi je suis arrivée à Kelvin pour une raison climatique, comme je disais. Moi j'ai fait un peu aussi en mode consultant, du genre problème, solution, J'ai vraiment littéralement pris le rapport du GIEC en disant c'est quoi les plus gros secteurs carbone, et les croiser avec moi ce que je sais faire, et moi je pense qu'il y a des boîtes géniales à construire. Et j'avais mon top 3, et puis je cherchais mon associé. J'ai rencontré mon associé Pierre. Lui aussi, alors lui, il avait aussi son top 3, puis on a croisé nos top 3, il y avait la rénovation énergétique dedans, et on s'est dit, vas-y, on creuse et on voit si on a envie de bosser ensemble, et si c'est un secteur de ouf, et puis là, 6 mois après, la réponse était oui. Et donc, on s'est vraiment posé la question en disant, si on veut faire que ce marché de la rénovation énergétique, il fasse x10, x20, x30, x100 dans les prochaines années, sûrement que ça sera utile, sans forcément rêver de process standardisés, etc., mais d'avoir des outils qui dématérialisent et qui standardisent aussi un certain nombre d'étapes obligatoires. Et comme la rénovation énergétique, c'est un système énergétique à 7 morceaux, en fait, en vrai, c'est toujours un peu les mêmes calculs qu'il faut faire pour poser les questions et avoir les réponses. Il faut collecter des informations sur le bâtiment, parce sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut le modéliser en 3D, parce que en fait, c'est presque c'est poser les équations avant de faire le calcul, quoi. Et puis, c'est quand même utile d'avoir une logique d'optimisation. Moi, par exemple, ce que je veux, c'est que mon kilowattheure que j'économise, il me coûte le moins cher possible en euros investis ou en reste à charge après les aides de l'État. Voilà.
Donc Kelvin, c'est comme ça qu'on l'a abordé et c'est comme ça qu'on va aussi voir nos clients pour répondre enfin à tes questions. Je me guette, mais tu Non, du tout, au contraire. c'est que, en fait, nous, nos clients, c'est vraiment, donc c'est à 70%, c'est des artisans. On a aussi des maîtres d'œuvre, on a aussi des acteurs périphériques de la rénovation, comme des banques ou des acteurs de l'immobilier. C'est vraiment assez large. Mais 70% de nos clients, c'est des artisans ou des entreprises de construction de taille intermédiaire. Et c'est comme ça qu'on les approche en leur disant, la rénovation énergétique, c'est une vraie opportunité. C'est vraiment un vrai driver de business pour vous. Mais aujourd'hui, vous perdez beaucoup de temps parce qu'en fait, vous allez chercher les réponses à ces questions à droite, à gauche, avec des formulaires à rallonge, en posant des questions, 50 questions en première approche. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un outil qui vous, juste avec une adresse, clic, vous permet de faire déjà l'analyse. Si après, vous voulez aller préciser des infos, parce que vous récoltez des informations à mesure que le projet avance, vous les mettez dans Kelvin, ça recalcule automatiquement. Mais au moins, vous démarrez avec quelque chose qui est carré, standardisé, et puis qui vous fait gagner en fait, beaucoup de temps. Donc, on le vend comme un outil d'aide à la vente et aussi de gain d'efficacité. C'est super intéressant. Clairement. J'ai fini mon cours magistral. Quelle question. Non, mais tu me fais gagner beaucoup de temps. Tu me fais gagner beaucoup de temps parce que tu as mis un triptyque qui était l'impact social, l'impact environnemental et l'impact économique. Nous, c'est probablement ce qui intéresse nos clients finaux, qui sont en fait les grands donneurs d'ordre, qui font face quand même à des contraintes financières et budgétaires de plus en plus importantes, que ce soit les donneurs d'ordre publics, mais aussi et peut-être surtout les donneurs d'ordre privés. Ils viennent nous voir plutôt par rapport au fait que l'on est capable de répondre à la réglementation d'aujourd'hui, puisqu'en fait la nouvelle réglementation énergétique a 3 maillons à venir. Il y a le maillon 2025 qui a été activé, il y a un nouveau maillon plus restrictif en 2028, il y en aura un encore plus restrictif en 2031. Chacun de ces maillons va avoir tendance, par ses exigences en termes de taux de matériaux biosourcés, c'est-à-dire de matériaux naturels dans les bâtiments, performance thermique, à renchérir le coût, en tout cas à minima le coût de matériaux qu'on peut optimiser, mais à minima la quantité de matière à mettre et le coût unitaire de ces matières à mettre dans les matériaux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est au maximum de ce que la population peut s'offrir, que ce soit en bâtiment public ou en bâtiment privé, en coût au mètre carré. Donc il y a 2 solutions. Soit on fait moins de mètres carrés, donc on peut optimiser les logements, etc. Quand bien même l'impact de ce levier-là qu'il faut activer sera limité. Donc il faut que ça coûte moins cher. Et la raison pour laquelle on vient nous voir, c'est parce qu'on est capable, sans surcoût par rapport à d'autres types de constructions un peu moins performantes, de faire une construction performante. En plus, aujourd'hui, le cash coûte de nouveau de l'argent, avec les taux d'intérêt qui sont assez fortement remontés. Donc être capable de livrer plus rapidement des bâtiments pour les donneurs d'ordre fait qu'il y a une immobilisation de l'argent qui est plus courte dans leur cycle de construction. Sauf sur des démonstrateurs, en fait. Exactement. Voilà. On va dire, c'est possible. Maintenant, ce produit-là, il faut le passer à l'échelle pour réussir à réduire un coût qui permet de le rendre performant. Enfin. Et sinon, forcément, les entreprises, en fait, on revient dans ce côté-là. Le bâtiment est tellement cher que l'écart financier, de se dire, je paye un peu plus cher pour être isolé ou que ce soit, pour les ménages, des fois, la marche est trop haute, quoi. C'est pour ça que l'État aide d'ailleurs sur la rénovation énergétique. J'ai continué dans le flux. C'est une bonne transition. Maintenant, à la base, du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on adressait les entreprises avec Optimis sur un enjeu de, en fait, aujourd'hui, vous perdez tant d'argent. Donc, on regardait ensemble combien d'argent ils perdaient à la surconsommation de matériaux. On faisait des audits sur d'anciennes opérations, ce qui nous permettait de montrer un cas concret dans leur situation à eux, combien ils perdaient, versus combien nous, on arrivait à gagner en optimisation. Voilà ce qu'on faisait à ce moment-là. Et donc, concrètement, ils mesuraient les chutes, les matériaux non utilisés, c'est ça Alors, du coup, on le faisait sur un chantier post-mortem, donc quelque chose qui a déjà eu lieu. Ils nous envoyaient les plans, et nous, à partir des plans-là, on simulait combien nous, on aurait dit de commander. Et on comparait combien eux, on sortait les factures. Et de ça, on était sur des cas où c'était assez bien tramé, on pouvait être sur du 5%, et des moments, on montait à 25%. Donc, typiquement, on a... Au-delà de l'acier qui était l'un de nos matériaux de démarrage dans le béton armé, on a travaillé par exemple récemment sur un chantier bas carbone dans lequel on a économisé, donc il y avait 5000 m² de blocs biosourcés en béton chanvre sur lesquels en fait il y avait un enjeu. On est sur un nouveau matériau où il ne maîtrise pas forcément la consommation, l'utilisation, la façon de poser ce matériau-là. Et donc on a pu
sortir des plans optimisés de pose de ce matériau-là, qui coûte quand même 30 € le bloc à poser, hein, donc c'est vite très très cher. Voilà, on est sur des montants énormes et nous on arrivait à réduire à 2, 3, 4% versus d'autres entreprises qui avaient déjà eu sur ce matériau-là des dépassements à 20%, 15-20 points. C'est énorme. Une boîte, elle s'engage à dire je sais quelque chose de nouveau, je m'engage sur un nouveau matériau qui coûte plus cher et derrière elle a des dépassements parce que ses équipes ne sont pas forcément encore formées pour la pose de ce matériau. Il y a quand même un enjeu de formation et de dérisquer parce que autant vous dire que quand il y en a, tout le monde se connaît dans le bâtiment, donc quand il y en a un qui a une mauvaise expérience sur un matériau, ben forcément ça freine les autres. Et on parlait un petit peu d'industrie tout à l'heure. L'industrie, c'est faire plusieurs fois la même chose et comprendre et améliorer. Et le gros problème et l'enjeu qu'on a dans le bâtiment, c'est que on a beaucoup d'initiatives et il y a tellement de choses à faire. En fait, on a du mal à capitaliser sur notre savoir-faire parce qu'à chaque fois, on refait toujours quelque chose de nouveau. Et ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait que du coup, on ne sait plus comment on l'a fait la dernière fois. On oublie les erreurs qu'on a faites parce que quand vous faites une opération et vous attendez 3 ans pour en refaire une autre, au bout de 3 ans, vous avez oublié comment vous aviez fait la première fois, quoi. Vous avez pris plein d'expérience, mais c'est un peu la problématique, quoi. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on est sur une industrie de projets et pas de produits. Oui. Alors, il y a des cas qui sont assez évidents, c'est le bâtiment existant. Il n'y a pas 2 bâtiments qui sont pareils. Et tout l'enjeu, c'est comment on fait en amenant, en l'occurrence, du logiciel pour faire en sorte que toute cette complexité liée à l'immense diversité de l'existant soit simplifiée. Et ça, c'est la machine qui peut se substituer. Dans la construction neuve, il y a quand même l'enjeu de se dire un bébé sur 10 est conçu dans un lit Ikea. Il n'y a pas dans ce pays 2 salles de bain d'un bâtiment neuf qui sont équivalentes. Et quand on dit équivalentes, on ne demande pas qu'elles soient des copier-coller, mais qu'elles aient peut-être toute la partie qui ne se voit pas, toute la partie technique, la gaine technique qui est derrière la trappe que vous ouvrez le jour où vous avez une fuite d'eau, que ce soit peut-être la même, ou qu'on ait 10 types de gaines techniques. Il n'y a pas de 2 gaines techniques équivalentes dans ce pays. Et ça, c'est un peu dommage parce que les gains de productivité invisibles sans nuire à l'immense diversité patrimoniale du bâtiment. Il ne faut pas qu'extérieuirement les bâtiments soient identiques. Il faut contribuer à cette diversité, à cette richesse urbanistique qui fait notre différence par rapport à d'autres pays qui sont un peu plus tramés, on va dire. Ceci étant, il y a énormément de potentiel en travaillant sur la conception à aller amener de la standardisation qui est quand même la clé de voûte de tous les gains de productivité et donc d'économie et de sobriété. Parce que quand on fait plusieurs fois la même chose, on va mettre moins d'énergie humaine, moins d'énergie mécanique, moins de matériaux. Et en tout cas, sur la partie neuve, il faut s'inviter à le faire. En rénovation, ma conviction, c'est qu'on a aussi des matériaux à inventer, des formats à inventer, manuportables, qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui sont faciles à travailler sur chantier, qui peuvent avoir des performances environnementales et techniques extraordinaires pour là aussi, sur l'acte de rénover, qu'on gagne en productivité. Je pense aux artisans qui sont la clé de voûte de la rénovation, beaucoup plus que la construction neuve, qui, dans les grandes métropoles, vivent bien parce que quand on est à 10 000 € le mètre carré, on peut mettre plus de budget dans la rénovation. Et ça, c'est des microcosmes. L'enjeu, c'est de rénover les passoires thermiques, malheureusement, dans des endroits qui sont moins riches. Et donc, il faut baisser le coût marginal et des technologies permettent de le faire en faisant ce gain déjà de diagnostic. Et c'est assez fascinant de travailler sur ça à nos niveaux, je trouve. Je suis un peu la retard pour notre industrie, mais on a besoin de recruter, je pense, tous les 3. Donc, non, mais déjà, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, sur le sujet de la rénovation, où je pense que vraiment l'industrialisation, elle est vraiment assez prémisse, quoi, tu vois. Genre, on est très très loin. Et du coup, nous, on porte un discours, on n'est pas les seuls, hein, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui vont se passer dans cette industrie, j'espère. Et tirer tout ça, tirer vers le haut tout le monde, hein, parce que ça sera aussi vraiment gagnant-gagnant pour tous les acteurs de la chaîne. En fait, aujourd'hui, les artisans, ils sont au centre de ce marché, et en fait, ils sont même les prescripteurs. Ce qui paraît un peu étrange, mais en fait, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'il y a 2% des chantiers de rénovation énergétique qui se font avec des architectes. Alors, l'inverse est faux, c'est-à-dire que 100% des chantiers gérés avec des architectes ont une composante rénovation énergétique, ou en tout cas pas très loin de ça, parce que aujourd'hui, de toute façon, quitte à faire des projets ambitieux menés par un architecte, on embarque une composante énergétique, peut-être pas au maximum, mais en tout cas on l'embarque. Mais par contre, il y a énormément de manières d'aborder la rénovation énergétique où il n'y a absolument pas de maîtrise d'œuvre.
Et ben, l'artisan, en fait, quel que soit son niveau de formation et d'ancienneté, en fait, il croule plutôt sous les demandes, Oui, généralement. ouais, Il totalement. est plutôt en sous-effectif. La Oui. filière est quand même massivement sous-staffée. Oui, Et donc, il y a des gens comme la Solif qui font un travail c'est super. vraiment canon sur ce sujet pour justement Pour dire aider. comment est-ce qu'on forme les centaines de milliers de personnes qui manquent dans ce secteur. Ouais. Et donc, globalement, du coup, ils ont un périmètre d'action assez petit. Parce que comme ils croulent sous la dent, en fait, ils vont pas beaucoup plus loin que 50 bornes autour de chez eux. Et encore 50 bornes, c'est vraiment loin. Et puis, ils n'ont pas vraiment ni le besoin, ni le temps, en fait, de se former sur plein de choses. Or, le fait d'aller optimiser pour exactement trouver le bon matériau ou la solution qui va faire qu'à la fin, c'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est-à-dire que, l'artisan, il va avoir un client qui est hyper content. 2, le client, lui, il a vraiment ses factures qui baissent et en fait, il a l'impression que son truc, il est hyper quali. Sa pompe à chaleur, elle est bien installée, il n'a pas froid dans son salon, etc., etc. Et c'est aussi gagnant, juste quand on prend un temps de recul, en tant que société, parce que si c'est un domaine qui, la rénovation énergétique, ça coûte cher, c'est subventionné soit par les C2E, soit par les aides d'État, mais au final, c'est quand même de l'euro qui vient tous de nos poches. Et donc, finalement, c'est aussi le meilleur investissement de ces deniers-là. Et donc, nous, ce qu'on espère apporter, mais c'est une solution parmi 50 possibles, c'est de justement, potentiellement, dire, attends, en fait, c'est pas trop la peine de réinventer la roue à chaque fois qu'on fait un chantier, même si chaque chantier est difficile et particulier. Mais on peut prendre ces particularités en compte pour appliquer une recette finalement. Ce que l'IA est bien fait. C'est ça, j'allais rebondir parce que nous, dans ce qu'on fait en ce moment, on travaille pas mal sur l'intelligence artificielle et je vais rebondir sur ce que tu fais. L'un des enjeux, en plus en composant cette histoire de nouveaux matériaux, c'est aussi la réglementation. Il faut savoir que, faut imaginer que les entrepreneurs, c'est principalement là, on est sur des artisans. Je pense à Renalto, par exemple, qui est une start-up qui fait du devis à la voix. Lui, c'est un ancien entrepreneur, je veux dire, du bâtiment. Les problématiques qu'on a, c'est qu'on se trouve avec des gens. Et moi, je vois mon père, c'est ça. Hein. On est partout en même temps. Exactement. Et du coup, et en plus de ça, les réglementations, elles changent toutes les 2 semaines. Tu dois t'informer sur le nouveau matériau qui est sorti. Tu sais pas comment il se pose. Les gens, ils savent pas. C'est plus cher. Les tasses, le machin. Et à la fin, tu as peut-être essayé quelque chose de nouveau et ça va retomber sur toi parce que ça s'est pas bien passé. Donc, il faut imaginer qu'aussi, il y a un gros sujet un peu punitif. Le nombre de règles qui sortent, comment ça se pose pour les entreprises. Et typiquement, je vois des solutions émerger comme, je ne sais pas si vous voyez, il y a la bonne réponse par exemple dans le bâtiment. C'est un chat pour poser des questions sur des matériaux pour savoir comment ça se pose. Principalement, au final, il disait que... Je l'ai vu il y a quelques jours, les distributeurs, ils étaient hyper intéressés parce qu'ils ne connaissent pas tous les matériaux qu'ils vendent. Avec la rénovation, il y a beaucoup de nouveaux matériaux. Et du coup, pouvoir répondre sur les fiches techniques rapidement sur comment ça se pose, dans quel cadre de figure c'est intéressant. En fait, ça facilite le travail de tout le monde. Parce que dans le bâtiment, accéder à la bonne donnée, c'est quelque chose qui est le bout du monde. Parce qu'en fait, on part du principe qu'on se dit, en fait, on construit. Toi, tu as la chance de pouvoir construire de zéro et du coup d'avoir les bénéfices de tout ce travail-là d'ingénierie que vous faites avant. Mais le bâtiment, c'est une patate chaude. Hein. Ok, on va faire ça. Ah oui, mais comment vous voulez? Oui, mais débrouillez-vous, c'est votre problème. Et la patate chaude, elle descend comme ça au fur et à mesure. Et chacun, dans son propre environnement, il a une contrainte budgétaire, il a une contrainte de temps. Et en fait, le bâtiment, c'est un endroit malheureusement où les dérapages coûtent très très cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a prévu une prise électrique à un endroit, dans tout le bâtiment, et là d'un seul coup on se retourne et on dit en fait toutes les prises électriques, elles sont 10 cm trop bas, elles sont dans le sol. Et en fait, imaginez la reprise de, je sais pas, 100, 200, 300 prises électriques sur un plancher. Et ça, c'est tout le temps, parce qu'à un moment, ça a été... par une erreur de copier-coller dans quelque chose, dans une ingénierie, ça a été reporté partout. Et le coup, après, d'avoir quelqu'un qui, pendant plusieurs jours, et des fois, on nous racontait des choses comme ça, avec quelque chose qui est mal mis au bon endroit, et hop, 10 000 € en plus, un mur qui est cassé, qui est refait. Et ils disent, on est sur des prix, on est sur des choses où on me dit, on est à 25 à 30% de malfaçon. Ça veut dire, ils nous disent qu'on chiffre, on prend 30%, en partant du principe qu'on va casser un matériau, donc on va devoir le repayer, / nos compagnons sur chantier vont devoir refaire. C'est pour ça que d'ailleurs, il arrive à faire 2 fois plus vite au même prix. Parce que... mais en même temps, on a des gens qui sont super, on a des cerveaux qui sont hyper brillants. Et c'est ça qui est horrible. Parce que
je discutais avec des entreprises et les gars, ils me disaient, mais en fait, j'ai fait une erreur parce qu'à un moment, j'ai mal relu telle chose. Ouais. Et ils m'en parlent pendant des mois après. Alors que moi, je connais bien mon travail, je sais faire. Mais oui, on est fatigué, on a relu 300 plans. Et oui, à un moment, on a oublié en bas à droite, c'était pas le bon résultat. Et nous, c'est un peu sur ça qu'on travaille en ce moment, c'est se dire, est-ce qu'avec l'IA, on peut pas aller lire? On va pas faire tout parfait. L'IA, c'est pas parfait. Ça, c'est sûr. Mais on va essayer d'aider, de se dire, est-ce qu'on voit des choses qui sont bizarres, on va le remonter plus rapidement. On va essayer d'aider à se dire, au lieu de recopier la donnée dans de l'Excel et vérifier que c'est juste, on va aller faire de l'ingénierie parce que on a besoin de gens pour la rénovation énergétique, on a besoin de ces cerveaux pour d'autres choses que de vérifier que quand on compte le nombre de poteaux qu'il y a dans un bâtiment, c'est le bon nombre, quoi. Enfin, on parle d'inventer la roue, mais là, c'est même à chaque fois les jeux des 7 couleurs qu'on fait en CECP. Je me dis, c'est pour ça qu'on a appris ça, parce qu'après, on le fait dans le bâtiment, quoi. Enfin, moi, ce qui m'anime, c'est de faire quelque chose qui a du sens. Et nous, on est dans des secteurs où c'est hyper excitant de construire un bâtiment. Et on se retrouve la désertion des talents, je pense que c'est un gros sujet dans notre secteur. Je pense que la rénovation énergétique arrive à faire remobiliser des gens, et ça c'est super, mais il faut qu'on leur enlève toutes les choses qui font qu'aujourd'hui ils font que de l'administratif. Parce que ça tue nos métiers, et ça fait que les gens ils partent parce qu'ils disent en fait ma vie c'est faire de l'Excel qui n'a pas de sens, et je me fais en plus taper sur les doigts alors que j'ai fait plein de trucs bien, on se rappelle que des trucs qui ne sont pas bien passés. Et ouais, malheureusement. Et nous, l'impact dans le bâtiment, c'est que quand on fait quelque chose de faux, entre guillemets dans un Excel, aujourd'hui, je sais pas, dans d'autres métiers, on peut corriger. Dans le bâtiment, bah, ça se voit. Hein. Vous avez une fenêtre qui n'est pas alignée. J'ai envie de vous dire qu'on voit que ça, la fenêtre qui n'est pas alignée, quoi. Et malheureusement, tout le monde voit que ça. Donc, on ne peut pas se tromper avec le réel. Et le bâtiment, c'est dans le réel. Donc, les gens, malheureusement, ils ont beaucoup d'impact. Et c'est pour ça qu'on a envie de les aider sur ça. Enfin, moi, ce qui m'anime. Oui, non, mais je rebondis sur ce que tu disais parce qu'il y a un point qui est très important, qu'il faut appuyer. Les gens dans le bâtiment ne sont pas mauvais. Il y a quand même un imaginaire collectif, soit que ce sont des gens malhonnêtes, soit que ce sont des gens mauvais. L'ultra majorité des gens, notamment les artisans du bâtiment, sont des gens qui connaissent très bien leur métier et qui sont très honnêtes. En revanche, c'est une industrie qui, structurellement, dégage très peu de marge opérationnelle. Et donc, quand on dégage très peu de marge opérationnelle, les marges du bâtiment, c'est moins de 5% en excédent brut d'exploitation qu'on va pas utiliser dans le sisme. Voilà, 2% en gros œuvre. Dès qu'on descend dans les... Donc, la moindre erreur bouffe la marge. Et même quand ça se passe bien, il n'y a pas des excédents qui vont permettre d'innover et d'investir dans l'innovation. Le numérique change un peu la donne, puisque le coût marginal du numérique est très faible. Et donc, pour la première fois, il va y avoir des technologies qui doivent permettre de faire sauter un certain nombre des irritants qui conduisent à certaines de ces erreurs-là. Et donc, il doit y avoir un cercle vertueux qu'on va pouvoir amorcer. L'autre cercle vertueux, c'est que le coût de l'industrialisation est aussi en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un robot industriel, par rapport à ce que ça coûtait il y a 10 ans, c'est peut-être divisé par 2, 3, 4. Quand on voit qu'aujourd'hui, les humanoïdes, on va pouvoir louer pour 500 € par mois des humanoïdes, ça pose un certain nombre de questions qu'on n'a pas le temps de développer aujourd'hui. Mais ça veut dire que le coût de la mécanisation s'effondre et la construction va pouvoir en bénéficier, que ce soit en usine, que ce soit sur chantier. Là aussi, au service des gens qui vont rester dans la construction, l'idée n'est pas de remplacer, c'est d'augmenter les acteurs. Il y a un manque de talent criant. Déjà, si on arrive à augmenter avec tout ce que, donc à former, où on en a besoin en rénovation énergétique, tu parlais de la Solif tout à l'heure, si on peut compléter ça par des gains de productivité, d'une mécanisation dont le coût marginal est plus faible et le boost du numérique sur toutes les tâches transactionnelles que personne n'a envie de faire. Un électricien, il n'a pas envie. De comparer les devis, Exactement. ces sujets-là, de comparer de faire du ligne à ligne, de mesurer, de sortir le double décimètre pour mesurer les longueurs de câbles. On en arrive presque là parfois. Je pense que Stabilo, je pense que leur plus grand marché, c'est la construction. Je pense, on va pas se mentir. Et c'est un gros sujet. Ça m'a toujours surpris sur des chantiers neufs de voir qu'il y a des marteaux-piqueurs. Ah oui. C'est assez contre-intuitif de se dire qu'on va détruire des choses qu'on vient à peine de construire. Et c'est tout le temps. Et on pourrait se dire, ah ben ça concerne plus les petits parce qu'ils ne sont pas bien structurés dans l'imaginaire collectif. Alors pas du tout. Vous allez sur des énormes chantiers, mais c'est limite là où c'est le pire. Enfin, c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Les gens se structurent différemment, mais tout le monde est concerné par... Et même si c'est très bien mobilisé, même si on a fait du BIM, même si c'est un chantier emblématique, qu'on regarde malheureusement, en fait, le conducteur travaux, à 22h, il est en train de stabiloter et vérifier que les comptes sont bons. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est une industrie qui, malheureusement, n'a pas le temps d'investir. Et ça, je pense que c'est un gros sujet. J'avais quelqu'un qui était intervenu
sur le sujet de l'automobile et qui disait, je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais les marges sur l'automobile permettent, sur le 15-20%, enfin, d'avoir l'argent et la C'était avant ça. ressource. Enfin, l'argent et la ressource pour investir dans l'innovation. Enfin, il y avait une part, entre guillemets, des. Ouais. J'ai plus Les chiffres, mais du bénéfice pour investir dans l'innovation. Ils disent en fait le problème de la construction, c'est que personne n'a l'argent pour le faire. Et du coup, on se Et par retrouve ailleurs, il n'y a pas la répétabilité qui fait que tu peux le faire, ou en tout cas, bien le faire dans un bon contexte. ou en tout cas moins que moins que dans l'industrie. Mais Oui, parfois d'ailleurs pour des mauvaises raisons. Oui. C'est-à-dire qu'on est aussi un secteur qui a tendance à parfois s'inventer des problèmes Oui. sur un refus, notamment dans le bâtiment neuf, d'une certaine standardisation de certains éléments pour lequel l'utilisateur final, c'est-à-dire le citoyen, la plupart du temps, soit celui qui loue et qui met 30% de son salaire en loyer, soit celui qui s'endette et qui met 30% de son revenu en remboursement de dette. Parfois, ce qu'on appelle en anglais, là je suis désolé, le design to value, c'est-à-dire pourquoi on est prêt à payer réellement dans le bâtiment, pas forcément pris en compte au niveau de la conception. Je pense que si on avait 20 modules, 20 types de salles de bain, je reviens sur cette analogie différente dans le pays, 100% des Français seraient très contents, et on aurait pour tous les goûts, et ça fonctionnerait très bien. Le plus grand constructeur automobile du monde aujourd'hui s'appelle Tesla, a 4 modèles de voitures, il y a 3 options par modèle. Bon, et ça marche. Et tout le monde est content. Donc, je pense qu'on a un petit travail à faire aussi de rationalisation sur, sans s'interdire de faire des bâtiments étendards. Il faut faire la Philharmonie de Paris. Il faut faire des bâtiments qui sont les cathédrales contemporaines, qui sont vraiment des étendards, des symboles culturels, d'un style architectural d'une époque. En revanche, quand il s'agit d'être sur des choses plus fonctionnelles, on peut faire beau et fonctionnel et répétable et standard. Ça s'appelle le design. Le design industriel dans le mobilier, ça fait des décennies qu'il y a des choses, notamment à l'initiative de Philippe Stark, mais pas que, qu'il y a des objets qui, s'ils étaient produits en petite série, coûteraient des fortunes et qui permettent à tout le monde d'avoir des objets très esthétiques pour un prix extrêmement mesuré. Le bâtiment a encore besoin de faire cette mue. Et dans la rénovation, c'est hyper intéressant. Donc ça commence un peu à. Il y a des prémices de vraiment comme ça de pensée industrielle qui est menée notamment par Energy Sprong, qui est une association en fait, néerlandaise qui justement réfléchit à la rénovation de manière industrialisée, et donc en hors site aussi, notamment. Et donc, voilà, la première fois que quelqu'un m'a parlé d'Energy Sprong, d'ailleurs le patron d'Energy Sprong France fait partie de notre board technique, on m'a dit, va voir ce qu'ils font, c'est les fous furieux de la rénovation énergétique. Je ne citerai pas qui m'a dit ça. Mais il faut prendre ça de manière très, très admirative et très affectueuse en réalité, parce que c'est vraiment très très impressionnant ce qu'ils font. Et donc ils standardisent les éléments, par exemple les panneaux isolants, donc ils vont aller construire des panneaux isolants avec du coup au Saturbois, isolant par vapeur, isolant Saturbois, voilà. Et ils les construisent en usine, ils les amènent sur site. Ils font aussi des espèces de surtoitures avec déjà des panneaux PV embarqués. Dans le panneau isolant, il y a déjà les ouvrants qui sont, les fenêtres qui sont encastrées dans les panneaux. Et donc leur promesse, c'est j'arrive, et en 24 heures, la barre d'immeuble est rénovée. Donc, évidemment, dans la réalité, il y a quand même un certain nombre de complexités, mais ils arrivent, ils posent les panneaux, ils posent le toit. Il y a plein de trucs de reprise de fondation, il y a des trucs qui sont plus compliqués, mais c'est. Et aujourd'hui, parce que ils ne rénovent pas des millions de maisons, mais ils rénovent plutôt des centaines de maisons. En fait, aujourd'hui, le coût au mètre carré n'est pas encore compétitif, mais tout le monde sait bien tracer la ligne. Eux savent le faire, mais d'autres le font pour eux. On voit bien que ça pourrait baisser le coût de la rénovation. Et sur la question de la standardisation, pour revenir à ce que tu disais, ou de la non-standardisation, eux, ils ont par exemple un certain nombre de finition, revêtement et de type de couleur qui en fait fonctionnent assez bien, quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien du coup avoir ma maison elle est rénovée, et puis j'ai mis ma touche personnelle. Par contre, après le fondement est ce qui fait 80% du coût, 95% du coût en réalité, il a été standardisé. Peut-être juste un rappel d'une règle industrielle empirique. C'est à peu près vrai pour tous les secteurs. Quand on double le volume d'un produit, on baisse ses coûts de production de 5 à 10%. À peu près. Évidemment, quand on va passer de 1 élément à 20, ça va être beaucoup plus spectaculaire. Mais ensuite, lorsque vous commencez à faire des séries
petite série de 50 à 100, il faut doubler pour baisser de 10%, puis redoubler, puis redoubler. Donc c'est simplement pour se rendre compte du niveau de massification qu'il faut pour amener ces gains-là. Et ça ne peut être porté que par une vraie volonté collective, voire politique, de passage à l'échelle. Sans ces passages à l'échelle, on aura du mal. On le voit sur les gigafactories de batteries, on le voit sur un certain nombre de facteurs de la transition. Panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, on le voit à cause malheureusement des surcapacités chinoises, mais on voit que ces surcapacités ont conduit à des économies d'échelle considérables. Il y a 10 ans, le coût. Mais parce que le passage à l'échelle a été considérable aussi. C'est les ordres de grandeur. Et tu avais abordé un point tout à l'heure, Marion, par rapport à justement Ce fait d'avoir à gérer tout ce qui est administratif, justement, en tant que chef d'entreprise, justement. Dans votre secteur, comment vous arrivez à gérer tout ça? Moi, personnellement, j'ai une assistante administrative en freelance. Ouais, du coup, elle est partie, elle a été embauchée dans une autre boîte à temps complet, donc là, j'en cherche une nouvelle. Et du coup, elle m'aide à décharger sur les choses où, par exemple, tous les liens avec le comptable, où ça peut être fait, ce que j'appelle en asynchrone, donc en parallèle, sans forcément que ça soit moi qui ai besoin d'être consultée. Donc, elle a accès aux documents, par exemple, de l'entreprise, comptabilité, tout ça. Et du coup, elle s'occupe de faire les échanges de tout ce côté comptabilité pour les payes, préparer les payes avec les salariés et tout ça. Et après, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est chief of staff qui va s'occuper de relayer avec moi au niveau des équipes, de reprendre aussi le relais. Donc, ça m'aide aussi de pouvoir... en fait, on a mis en place quelque chose pour que tout le travail, moi, en tant que CEO, c'est vraiment d'être sur le côté macro, donc vraiment la vision de haut, et derrière responsabiliser les équipes sur... C'est eux, après, qui choisissent, on va dire, l'angle technologique. Mais ce qui est important, c'est que par contre, ça nourrisse, on va dire, l'objectif global de la boîte. Et le moyen, après, justement, c'est laisser, on va dire, libre aux équipes de voir qu'est-ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Et, je pense que c'est comme ça, en tout cas, que j'ai abordé les choses. Chacun peut-être a d'autres visions. Donc, moi, dans mon cas, on a une équipe corporate qui gère ces sujets, donc RH, finance, le legal. On peut s'appuyer aussi sur des prestataires extérieurs, des avocats, puisqu'il peut y avoir des choses très spécialisées et très techniques dans notre métier. Et puis ensuite, il y a tout ce qui relève de la technique du bâtiment. Et là, c'est notre bureau d'études interne qui est directement en contact avec les bureaux de contrôle, puisque là aussi, il y a des formalismes qui sont extrêmement lourds. C'est-à-dire, de la même façon, quand on travaille en marché public, là aussi, on a en interne des experts des sujets, donc des gens qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience sur le formalisme du code des marchés publics, qui est assez restrictif. Mais à nouveau, comme c'est notre argent en tant que citoyen, c'est bien que ce soit cadré aussi. Elle fait quelle taille ton équipe? On est 6 là. Enfin, avec les gens qui en ont 7. Peut-être qu'on a un peu chez Nous, on est 20. On va être 17 CDI. Nous, on approche la centaine, donc c'est aussi pour ça. Oui, c'est pour ça, on arrive aussi à des échelles où on ne pourrait pas traiter au niveau fondateur une grosse partie de la donnée, voire on prendrait le risque de mal la traiter. Et en termes de gestion des risques, c'est simplement pas possible. Mais du coup, à vos démarrages, c'était comment du coup? Parce que là, maintenant, vous avez commencé, mais au tout début. C'est intéressant, tu vois, donc maintenant, je partage l'expérience chez Calvin. Donc, nous, on est une petite vingtaine, on est 3 associés. Donc, on est vraiment passé dans les 3 dernières années, enfin 2 ans et demi, on vient juste de fêter les 2 ans de l'incorporation. On fait tout à 3, et donc on a tous 50 métiers, quoi. Enfin, on a au moins 15 métiers chacun. À petit, j'ai moins de métiers parce que j'ai embauché des gens qui... Ça m'a fait rigoler l'autre jour parce que mon designer me voit faire un truc sur Figma parce que j'étais en train de je me suis dit, tu fais Figma? Je disais, mais oui. Au début, quand je suis arrivée, j'ai fait legal, finance, RH, design, go-to-market, finance, BI, et voilà, juste la tech, j'ai pas fait des mon CTO. Donc on est dans cette phase où en fait j'ai pu staffer les fonctions principales. Donc j'ai 6 ou 7 leaders sous nous, nos 3 associés, qui ont vraiment l'ownership de ce qu'ils sont en train de faire, qui vont avoir une complète autonomie sur prendre des décisions sur leur scope. Donc un leader sur la partie IA, un leader sur la partie full stack, un leader sur la partie design, un leader sur la partie marketing, et puis côté sales, ça s'organise un peu différemment, mais c'est à peu près la même dimension. Et donc, en gros, ce sur quoi on ne s'est pas staffé, c'est des choses qui ne sont pas
business critiques. Et là où on les a externalisés. Donc moi, j'ai un CFO part-time c'est piloté par mon associé, mais c'est à l'extérieur. Sur toute la partie legal du business, du SaaS, qui n'est pas complètement critiquée, assez classique, on va dire. Pareil, on a un conseil externe, pareil sur l'IP. Voilà. Et sur la veille réglementaire et sur les affaires publiques, c'est des sujets qui sont un peu tangents. On est un peu petit, on n'est pas encore au stade de maturité où ça fait du sens de se staffer en interne. Et en même temps, c'est tellement névralgique. Surtout vous suivez probablement de moins près que moi le feuilleton de ma prime rénov. C'est mon quotidien. Et sur les C2E, etc. Et donc, c'est assez intéressant. Alors moi, ce que j'ai choisi de faire, j'ai embauché une stagiaire sortie de Sciences Po en affaires publiques, qui en fait a créé le poste. Évidemment, elle est à la fois hyper compétente sur plein de sujets et à la fois très junior. Elle a créé en fait la fonction affaires publiques avec à la fois des logiques de veille réglementaire, de messaging d'affaires publiques et de ciblage. Voilà, donc elle fait un boulot de ouf, c'est trop bien. Trop bien. C'est vrai que c'est intéressant qu'on réexplique nous comment on est passé de quand on n'est pas beaucoup à comment on se structure et tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on démarre une boîte parce qu'on a en tête de se dire tout de suite il y a ce côté CDI. Mais en fait, il y a plein d'autres choses un peu autour. Il y a des cabinets qui sont spécialisés. Nous, par exemple, sur les avocats, la plupart du temps, on prend des cabinets spécialisés autour. Il y a tout ce côté aussi freelance aussi qui peuvent nous permettre d'avoir des gens qu'on appelle en part-time, c'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi le remplir 100%. Mais par contre, on a besoin de gens qui savent bien faire ça, des experts. Et du coup, pour nous, c'est hyper bien pour l'entre-deux, en fait. C'est vrai que moi, j'ai plus de gens peut-être un peu externalisés. Vous, ça commence à être assez important pour avoir ces gens-là en CDI. Et regarder aussi des fonctions clés ou pas. Après, il y a des stratégies différentes, mais ça peut aider pour démarrer, oui. Très bien. Alors, on ne se cache pas que le secteur justement du bâtiment, c'est pas un secteur où on voit beaucoup de femmes. Est-ce que... alors, je vais m'adresser surtout... Là, on est à 66% autour de cette... Surtout m'adresser à Marion et Clémentine. Est-ce que vous avez eu des soucis pour vous imposer ou pas spécialement? Et puis toi, c'est vrai que Marion, tu as été baignée dans la soupe Depuis que tu es toute petite, donc... je me pose moins la question. Ouais. Je me pose pas trop la question. Bah, du coup, inversement, j'ai plus l'habitude des environnements masculins, du coup. Donc ça fait bizarre, ça m'est arrivé, on a des communautés de femmes entrepreneurs. Ça me fait extrêmement bizarre quand j'arrive dans un lieu et qu'il y a que des femmes. Et je trouve ça très bizarre parce que je dis tout le monde au même niveau que moi visuellement. Et c'est vrai qu'on prend l'habitude. Après moi aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est surtout d'avoir le même d'avoir un discours qui est fluide. Et puis j'ai la chance, je pense, d'avoir tout le bagage technique, la crédibilité aussi du fait d'être entrepreneur, de personnes qui ont été dans le BTP. Mon grand-père était dans le BTP, mon père est dans le BTP. Enfin, voilà, moi j'ai grandi, je sais faire bouger le Manitou. Enfin, on grandit dans des choses qui sont très différentes de nos copines qui ne savent pas forcément faire les mêmes. Enfin, ont cette richesse-là de pouvoir lire un plan et de comprendre tout ce qui se passe. Mais du coup, oui, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un frein. Et puis le fait d'avoir cette crédibilité technique fait que j'ai pas ce truc-là. On parle souvent de syndrome d'imposteur et tout ça. Moi, c'est des choses où en fait, je l'ai pas du tout. Et pour moi, c'est même pas une. Je sais pourquoi je suis là et je me pose pas la question. Et ça m'aide aussi, je pense, de ne pas me la poser. Tant mieux. Merci. Alors moi j'ai moins baigné que toi dans le secteur. Par contre j'ai toujours été dans des situations professionnelles où j'étais toujours dans la minorité. Conseil, il y a je sais pas, 20%, 20%, conseil industrie, il y a 20% de nanas. Dans la tech, fondateur, VC-backed, on descend à 10, repeat, exited, founder, VC-backed, dans la construction. Voilà. Il y a un nom. On a perdu le schéma. Après, je pense qu'il y a plusieurs... c'est un sujet qui me passionne. Parce que je trouve que donc moi, ça n'a aucun impact sur mon quotidien. C'est-à-dire que c'est plutôt, je le vis plutôt comme une chance qu'un frein. Je prends ma mission de modélisante assez à cœur, c'est-à-dire que j'essaye de participer dès que je peux à des interventions pour dire non mais c'est ok,
J'ai 3 enfants aussi. Donc, d'autres gens. En fait, il faut plus prendre les étapes une par une et tout va bien. Parce que l'inverse serait hyper toxique. De se dire, moi je préfère dire non, mais il n'y a aucun problème, mais c'est la réalité, quoi. En fait, c'est vraiment une question de. Si on commence à se penser comme une minorité, en fait, on décourage le flux de potentielles personnes qui pourraient embrasser ce parcours-là. Alors après, moi je pense qu'au quotidien, c'est super intéressant d'être conscient de comment est-ce que ton style est différent. Moi je me suis rendu compte de ça, notamment quand je suis rentrée dans la tech. Je n'avais pas vraiment eu besoin de le faire avant. Où en fait je me suis vue un peu masculiniser mon style dans certains éléments et au contraire consciemment féminiser mon style dans d'autres aspects et vraiment comprendre en fait où sont tes super pouvoirs et comment est-ce que tu joues avec ça, parce que la première fois où il y a quelqu'un du board qui te coupe la parole 3 fois et t'explique la vie sur ton business alors que lui il passe 23 heures par an, voilà, et je pense que dans des environnements corporate, ça se passe aussi, hein, j'en ai mangé aussi dans mes vies précédentes, mais de manière peut-être plus policée, voilà. Donc voilà, donc je trouve ça assez intéressant d'avoir une constante observation de ton style et de comment est-ce que tu veux intentionnellement, proactivement peut-être le masculiniser ou le fémininiser. Parce que même si je ne suis pas sûre qu'il y ait complètement des archétypes aussi étanches, mais moi, en tout cas, moi, ça m'a amené à poser cette question. Et dans le bâtiment, c'est posé une autre question, qui est la question de la compétence. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est plus ça, parce qu'en fait, c'est ça qui est hyper importante, parce que c'est un métier super technique et c'est un métier d'expérience. Ça ne s'apprend pas vraiment dans les bouquins. Ça s'apprend sur le terrain en ayant fait 150 fois la connerie ou même 3 fois plutôt la connerie des prises qui sont 10 cm trop bas, ou X autres trucs. Et donc, moi, alors, comme je l'expliquais au début, moi j'ai quand même été dans plein de secteurs différents, donc le fait de démarrer sans connaître rien au secteur, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé au moins 5 ou 6 fois, et d'ailleurs en consultant, en fait, c'est ça le métier de base, hein, le jour 1 de la mission, tu comprends rien, et 30 jours après, tu es en train d'expliquer aux COMEX les enjeux stratégiques de leur secteur. Donc moi, c'est un truc qui me régale, quoi, je trouve ça génial. Mais j'avais quand même cette petite loupiote en me disant, j'en fais gaffe, parce que comment tu vas faire en fait, pour tenir la marée et pour être sûr que tu... Et donc j'ai pris le parti de... Moi, il y a un peu 2 métiers chez Calvin, il y a la thermique et il y a la construction. La thermique, ça s'apprend dans les bouquins, pour le coup. Ou pas que, mais en tout cas, ça s'apprend mieux dans les bouquins. Donc moi, je suis devenue diagnostiqueuse énergétique et auditrice énergétique. Donc voilà, j'ai ressorti mes polycopiers, comme je disais. Ça n'existe plus, ce mot polycopier, il a disparu en 2004, je pense. Et donc du coup, j'ai fait ça. Donc je suis devenue... maintenant, je peux tenir la rampe devant un bureau d'études qui m'explique la thermique. Je pense que j'ai fait le tour du... Enfin, je ne vais pas dire ça de manière prétentieuse, mais en tout cas, ça tient la rampe. Et sur le sujet de la construction et des travaux, je la joue plutôt... Enfin, en fait, je fais pour moi et pour toute mon équipe des sessions d'immersion. Et parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde dans mon équipe. Alors, mon associé est beaucoup plus fort que moi. Lui, il a fait 50 travaux dans 50 apparts différents, donc il a une expérience terrain, pas professionnelle, mais terrain. Et moi, je la joue plutôt en mode immersion, où on va aller... c'est un peu le truc principal d'une startup, hein, d'avoir des méthodes de découverte hyper rodées et présentes au quotidien. La vérité, c'est pas ton avis, c'est ce que les clients pensent. Et donc, on utilise ça pour être sûr qu'on est au niveau et moi, que je puisse avoir des conversations avec le bon niveau de crédibilité. En fait, la réalité, c'est que je me fais des nœuds au cerveau pour rien, je pense. C'est le style. mais ça me rassure parce que je gère mon syndrome de l'imposteur comme je peux.
Et en fait, mes clients, c'est plus en thermique qu'ils ont besoin de conseils. Donc en vrai, ça marche bien. Ok. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais sur le style, parce qu'en fait, je pense qu'il y a peut-être plus ça pour se demander, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on veut se lancer dans le BTP? Il y a peut-être un sujet un peu de, sans forcément parler de masculin-féminin, mais c'est pour un peu, entre guillemets, raccourcir les choses, mais c'est plutôt des styles de valeurs d'échange. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est un secteur où les gens, ils vont se dire les choses. Je vais être honnête, des fois, ils s'insultent sur chantier. Voilà, c'est direct. Enfin, on est sur du style de communication direct. Par contre, au bout de 3 jours, on a oublié qu'on s'insultait. Donc, c'est du style qui est beaucoup... Moi, ça m'est arrivé. Mais de rien, je sais qu'en rendez-vous client, des fois, c'est des personnes qui vont vite malmener. Enfin, on est sur des choses du rapport de force. Enfin, on va pas se mentir. Mais il faut se dire, en fait, si on va aller dans un secteur comme ça, c'est pas une histoire de on est un homme, une femme. C'est une histoire de, en fait, le rapport, il va être comme ça. Donc, il faut être OK avec se dire qu'on va être là physiquement, même dans les postures et tout ça, où c'est... faut prendre de la place, il y a du pouvoir, il y a de l'argent. Quelqu'un qui me dit ça récemment en me disant, non, mais le bâtiment, il me dit c'est un secteur où en fait, il y a du pouvoir et il y a de l'argent qui transite. Mais c'est pas du côté négatif, mais du côté où en fait, mine de rien, c'est un endroit où tu arrives, c'est ton chantier, c'est chez toi, tu vois, tu as un vrai truc de territoire un petit peu. Ah, mais c'est bon, ça, et qui peut être différente de d'autres secteurs où on est plus dans ce côté un petit peu différent, d'autres subtilités, on se dit moins les choses, les mots sont plus dissimulés. Là, il n'y a pas la personne à vous dire autre chose que ce qu'elle a dit. Hein. Elle a voulu dire ce qu'elle disait, quoi. Et si elle n'est pas contente, elle le dit aussi, quoi. C'est du style direct, quoi, on va dire. C'est marrant parce que ce que tu dis, j'adore le côté podcast, psychothérapie. Je trouve ça énorme. Mais c'est pas la première fois que ça me le fait. Et du coup, ce que tu viens de raconter vient de me faire ressurgir un truc que j'avais complètement oublié. Quand j'étais à ma liste de 3 sujets, là, il y a un de mes super copains que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais là, il a dit un truc vraiment. Et lui, il est dans le bâtiment. Et il m'a dit, tu vas aller dans le bâtiment, c'est quand même un truc de mec, quoi. Des mecs. Merci, tu viens de faire pencher la balance. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, ça m'a mis dans une rage où j'ai là genre, ok, très bien, ben parfait. Voilà. C'est marrant parce que, à nouveau, nous, on est dans l'industrie, donc c'est probablement un peu différent. On a très peu de personnes qui viennent du bâtiment dans notre secteur. Mais de mon expérience précédente en industrie, j'avais remarqué que les femmes avaient tendance plutôt à être parfois mieux traitées dans ces secteurs faiblement féminisés que dans des secteurs beaucoup plus féminisés. Je pense que c'est vrai. Sans sombrer dans certains... je pense que c'est très très vrai. Moi, je sais que je suis toujours bien reçue et je pense que ça m'aide d'être bien reçue parce que de base, quand tu dénotes avec ce qu'ils ont, le rapport, on parlait de style tout à l'heure, la façon de parler, c'est que même si du coup j'ai appris à avoir un style direct, moi je sais que de base je suis quelqu'un qui reste quand même à une posture plutôt à l'écoute, où je veux pas froisser et tout ça, donc en fait je vais utiliser des mots où je vais être sensible. Je prends des jours du plan, il fait un texto parce que je me pose plein de questions essentielles sur le double sens, alors qu'on dit on se fait des nœuds au cerveau alors qu'en face mais du coup nous on se dit ah ouais, ce mot là c'est quand même voilà, et du coup je rebondis sur ça. Et je pense ensuite que le phénomène d'autocensure il n'a vraiment pas lieu d'être dans ce secteur. Et il ne faut pas distinguer avec ce que tu dis. Il faut pas confondre avec ce que tu disais, c'est un secteur brutal. Mais brutal ne veut pas dire interdit aux femmes. Et je pense au contraire d'ailleurs que, même si je te rejoins sur l'aspect, il ne faut pas trop stéréotyper les styles de leadership, féminiser un peu le style de leadership a plutôt tendance à être bénéfique à l'ensemble des organisations. Oui. Assez souvent. Contrairement là aussi à d'autres secteurs, si on sort du bâtiment, où souvent on a des femmes qui ont été très mises en avant, qui ont atteint de très hautes responsabilités, en adoptant en fait tous les codes masculins, parfois caricaturales, parfois au-delà de la caricature, sur une certaine brutalité. Alors on peut dire que c'est des mécanismes de défense, mais qui parfois ne s'appliquent pas à elles-mêmes ce qu'elles appliquent à leurs équipes. Et donc je pense qu'au contraire, mais c'est vraiment un secteur où la féminisation peut se faire vite et bien. On le voit. Et par ailleurs, tu es en rénovation ou un secteur où la finition compte beaucoup. Et nous, les opératrices de l'usine, là aussi sans être caricatural, sur des travaux plus fins ou autres, ont une excellente performance. Alors, au cas où ce podcast soit écouté, je ne le dirai pas meilleur que celle de mes opérateurs, parce qu'il y a aussi une pondération qui fait qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans l'usine. Mais là aussi, c'est même sur les métiers manuels, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le BTP pour les femmes, ce n'est pas uniquement
dans les bureaux d'études, Ouais. en ingénierie. Ça peut Je pense aussi que de être toute façon, sur le chantier. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de secteurs de l'économie ou qu'il y ait un seul secteur de l'économie où la question de la compétence soit pertinente, quoi. Je pense que c'est jamais une question de compétence. Bah, surtout, C'est malheureusement, une question sur le chantier. de, ouais, c'est plus une question ouais, d'autorité en fait. C'est-à-dire, tu vois à quel point finalement quand chaque échange business c'est un match de tennis, c'est un tournoi ATP quoi. Tu vois et donc combien de points tu gagnes ou avec combien de points tu démarres. Tu vois et en fait dans l'inconscient collectif il y a des secteurs où il y a sont de préjugés qui font que du coup tu démarres automatiquement avec 50 points de moins que celui du genre opposé quoi. Mais c'est comment dire, je pense que je vais faire une petite contribution assez mon associé qui s'appelle Pierre. Donc on a choisi de bosser ensemble pour plein de raisons, mais moi j'ai notamment choisi de bosser avec lui parce qu'en fait je trouve qu'il a un style féminin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des capacités. Alors, donc on va greffier et retirer style féminin puisque ça ne veut rien dire, mais il a une capacité d'écoute et d'empathie qui est exceptionnelle. Non, Avec les goûts, bien sûr. Non, mais vraiment, il est hyper fort. Il fait l'inception des gens, que ce soit des clients, des employés, des partenaires, des machins, etc. Il va aller du coup créer un espèce de niveau de confiance et d'écoute et de respect qui fait qu'en fait on part sur des bases hyper saines. Et donc voilà, ce qu'on pourrait dire comme un style opposé, ça serait plutôt de ne pas écouter, foncer, se penser supérieur, etc. Voilà. Et en fait, je pense que du coup nos styles sont assez proches et qu'en fait, je pense qu'on est aussi, ça impacte notre marque. Oui, totalement. Les gens que tu recrutes, enfin tout. Ouais, alors clairement, ça impacte la culture d'équipe. Les clients, clairement, qui te rejoignent aussi. Enfin, les clients, ils viennent. Enfin, au début, quand tu as une boîte de notail, ils viennent pour toi, pour ce que tu incarnes. Enfin, l'énergie, est-ce que tu as envie, la vision que tu vois pour demain, est-ce qu'ils adhèrent ou pas. Enfin, alors pour l'équipe, c'est certain. Et puis, on passe beaucoup de temps à faire du recrutement et on voit encore maintenant, bien sûr, tout le monde, tous les trois, etc. Et donc ça marche très bien. On a vraiment recruté des gens qui sont tous différents, mais avec cette capacité d'écoute, d'humilité et ce moteur interne d'avancer qui fait qu'on se retrouve sur ces valeurs-là. Mais chez nos clients, je pense que ça attire aussi les clients qui sont dans une vraie logique de partenariat, qui sont pas, qui te traitent pas comme un mouchoir qu'on jette. Enfin, voilà. Et on est aussi perçu comme ça. Et en termes de marque, du coup, ça fait que tu vois, on ouvre le capot, on répond aux questions, on n'est pas en train de, tu vois, on n'est pas derrière un espèce d'écran de fumée. Donc moi je suis assez convaincue que c'est des recettes pour créer des business hyper intenses, hyper impressionnants par leur vision. Voilà, enfin, je ne pense pas qu'on soit encore là chez Kelvin. J'espère qu'on va parler de nous comme ça dans 5 ans ou dans 10 ans, mais voilà. Il n'y a pas que les filles qui peuvent faire ça. Totalement. Et donc pour finir cet épisode, quelles seraient idéalement vos perspectives pour vos entreprises respectives et qu'est-ce que vous recommanderiez aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans votre secteur? La conquête du monde. Voilà, en résumé, voilà. C'est fini. D'autres questions? Nous, du coup, on est en train d'accélérer sur notre nouveau produit, donc l'analyse dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ce que je conseillerais à quelqu'un qui se lancerait dans le BTP, c'est principalement de regarder ce qui aujourd'hui cause le plus de maux de tête, de problèmes en fait aux entrepreneurs, parce que dans le BTP, on n'a pas beaucoup de marge. Donc, il faut aller sur ce qui fait sens tout de suite et qui permet de soit récupérer de la marge, soit réduire les coûts. Mais on n'a pas le temps en fait de logiciels, de solutions qui soient superficielles. Il faut être dans l'effectif. Et c'est aussi très intéressant parce que du coup, on est dans le concret, on n'a pas des choses qui gravitent autour, on est dans l'efficacité. C'est ce que je conseillerais. Nous, bon,
très grosse phase de croissance, donc c'est c'est tout le mal qu'il faut nous souhaiter. Ce qui est dans un marché qui se contracte est pas si mal. Sur des conseils, ça serait peut-être moins des conseils BTP que des conseils entrepreneuriaux. Le premier, c'est que quand on est un entrepreneur, on a souvent une vision très forte de son produit, de ce que l'on veut faire. Et en même temps, il faut rester perméable à l'écoute. Je parlais de l'empathie, de l'écoute. Et en même temps, il ne faut pas forcément trop écouter, parce que quand on se lance, il y a plus de gens qui vous disent « Ah non, mais si ça marchait, ce serait déjà fait, etc. » qu'autre chose. Donc, il faut trouver, le premier point, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre « j'adhère à ma vision et j'ai mon cap », et en même temps, j'écoute les feedbacks des uns et des autres, y compris ceux qui coupent la parole parfois en board, pour naviguer un peu, toujours avec peut-être le même objectif, mais slalomer entre les obstacles. Le deuxième, c'est surtout quand on est à vos stades, c'est se souvenir, un peu comme quand on est parent, que tout ce que l'on fait est épié par ses équipes et que tout va être reproduit ou utilisé contre nous. C'est-à-dire que votre style de leadership, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à la moindre faiblesse. On n'a pas le droit à un moment d'énervement, on n'a pas le droit à... ou en tout cas, il faut qu'on n'oublie jamais que tout ce que l'on fait est perçu par les équipes et que si jamais on fait quelque chose que l'on regrette ensuite, être capable de le corriger très vite pour montrer que ce n'est pas dans la culture de l'entreprise que l'on veut inculquer. Et ça, souvent, il y a beaucoup de stress, il y a 50 000 trucs à faire, ça peut s'oublier. Et le troisième, c'est de se souvenir pourquoi on est entrepreneur et de ne pas se mentir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, et ça, c'est pas la peine de dire aux autres pourquoi on veut être entrepreneur, mais ne pas se mentir à soi-même, savoir pourquoi on veut être entrepreneur. En ce moment, l'entrepreneur, c'est le nouveau consultant. C'est hyper hype, tout le monde a envie d'être entrepreneur, c'est très à la mode. Avant, c'était la fusion-acquisition, après, ça a été, je sais pas, les traders, voilà. Mais il faut se souvenir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on va être invité à des podcasts et passer un super moment Carrément. Mais non, mais ça peut être carrément ça. Est-ce que c'est les perspectives de gains financiers? Est-ce que c'est le fait d'avoir son organisation à soi avec une vision que l'on veut inculquer et qu'on ne pense pas pouvoir inculquer d'une autre façon? Est-ce que c'est la volonté de peut-être parfois d'être rétif à toute forme de management et de feedback, mais il faut le savoir. Faut en parler. Oui, il faut pas recruter des gens pareils que nous, parce que sinon... Non, exactement. Mais en tout cas, il ne faut pas se mentir à soi-même dans le miroir. Et je pense que parfois, ça peut être utile de se souvenir de quelle était la motivation intrinsèque. Tout à fait. Je conclue le tour. Alors donc sur l'actu, donc on commercialise notre produit depuis janvier 2025, donc c'est assez récent et on est sur une trajectoire très explosive. Ça va très très bien, mais donc on est toujours en évangélisation du marché, donc on se souhaite ça, qu'on puisse continuer à engranger ces magnifiques logos et ces super rencontres aussi de gens qu'on équipe. Sur les conseils, déjà, j'adoube les différents conseils qui ont été donnés jusqu'à présent, mais moi, ce que j'aurais assez envie de dire, et surtout, s'il y a des gens qui ne sont pas sûrs de vouloir être entrepreneur, ou entrepreneuse, par exemple, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si ça vous gratte, allez-y. Voilà. Parce que c'est trop dommage, en fait, de ne pas tenter l'expérience. Maintenant, je pense que, on va pas se mentir, hein, le fait de pouvoir créer des solutions et résoudre des problèmes, c'est quand même le meilleur métier du monde, quoi. C'est génial, c'est un truc de ouf. Enfin, au-delà de l'ego trip de dire c'est moi qui l'ai fait, qui fait partie de la solution. Mais je pense que c'est hype, c'est vrai, d'être entrepreneur pour des mauvaises raisons, notamment une espèce d'image du golden boy qui lève des millions, il ne sait même plus si c'est des millions ou des milliards, et qui crame tout et qui voilà. Bon, alors pour information, cette phase est passée. Oui, ce n'est plus le cas. C'est une bonne chose, hein, parce qu'en fait, ça crée des bulles, probablement
d'autres bulles qui vont éclater bientôt, mais bon, bref. C'est pas une bonne raison pour aller être entrepreneur. Par contre, si vous sentez une espèce de petit moteur qui dit mais j'aimerais bien résoudre des problèmes, j'aime bien créer des trucs, je pense que c'est quand même dommage de ne pas l'écouter. Et vraiment, il n'y a aucune compétence requise. Ouais, ça c'est bien vrai ça. Vraiment. Parce qu'en fait, presque, je dirais, c'est pas complètement vrai, la seule compétence qui est requise, c'est d'avoir ce muscle interne de toujours remettre la question sur l'ouvrage et de se poser des questions, de dire comment je peux faire mieux, comment je peux faire mieux, comment je peux faire mieux, comment je peux faire différemment, etc. L'action. C'est l'action. Voilà. C'est une espèce et si vous sentez ce petit moteur-là, ça vaut le coup de débrider un peu et de voir ce que ça donne. Super. Merci à tous les trois pour beaucoup. ce bel échange. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et merci aussi au studio La Poudre de la Cité Audacieuse pour son accueil. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode de podcast Linkel fait sa table ronde. Merci.